Bonjour et bienvenue sur Algomus. Toujours dans la théorie des graphes, après avoir vu maintenant si on pouvait déterminer un chemin eulérien ou un cycle eulérien dans un graphe, grâce à la vidéo précédente, nous allons voir dans cette vidéo comment le tracer. Puisqu'effectivement, maintenant nous avons juste vu est-ce qu'il en existe un, est-ce qu'il n'en existe pas. Maintenant ce qu'on aimerait c'est pouvoir le tracer et voir comment le tracer. Et bien pour le tracer, encore une fois, on va essayer de mettre en lumière quelques propriétés. Et pour cela, on va reprendre les exemples de graphes que l'on avait déjà vus. Déjà, on peut essayer de chercher, par exemple, par où commencer un graphe. Et on avait déjà vu que, en cherchant le degré des différents sommets, on s'était aperçu que si le degré était impair, eh bien, si le degré était impair, il était nécessaire que les sommets de degré impair soient ou le début ou la fin de notre chemin eulérien. Sachant que dans un cycle eulérien, tous les sommets étaient normalement de degré pair. Donc commençons sur notre premier exemple. Donc on s'aperçoit que A est de degré 1, E est de degré 2, D est de degré 3, C est de degré 2 et B est de degré 2. Donc les deux seuls candidats pour le départ de notre chemin eulérien sont soit A, soit D. D'accord. Donc on peut commencer par n'importe lequel, on va déjà commencer par A. Et donc on va s'apercevoir que A a un degré de 1, donc là la question ne se posera pas pour savoir dans quel sens aller dans mon parcours. Je vais partir de A, je vais arriver à E, je vais marquer AE comme étant déjà été traversé, je vais ensuite marquer E, D, je n'ai pas le choix, de toute façon il ne me reste qu'un arc, et j'arrive à D. Cette fois-ci j'ai un choix, je peux aller soit vers C, soit vers B. Bon, peu importe, je choisis d'aller vers C. Là je n'ai plus de choix. Je continue donc, et je finis par B, et je m'aperçois que j'ai terminé mon chemin eulérien. Je suis passé par tous les arcs une seule fois, et je les ai tous traversés. D'accord. Alors là, ça a été un peu le cas facile, si j'avais commencé par D, par exemple. Si j'avais commencé par D, j'aurais eu 3 choix depuis le début. Et sur ces 3 choix, j'aurais très bien pu me dire, je prends l'arc DE, et puis, je me retrouve en E. Ah, il me reste un arc qui est l'arc EA. Et là, je me retrouve en A avec aucune possibilité de revenir en arrière, alors qu'il me reste encore 3 arcs que je n'ai pas fait. Bon, là, je me suis retrouvé dans un cas où je me retrouve bloqué. Donc, ce genre de cas, il faut que je le prévoie. Et comment est-ce que je peux prévoir ce cas-là? Eh bien, on peut se rendre compte que si jamais je franchis D à E, et que je me retrouve en E, eh bien, si je fais un parcours en profondeur ici, pour retrouver quels sont les points que je peux accéder à partir de E, on s'aperçoit que je ne pourrai plus jamais accéder à B ni à C. Donc je ne pourrai plus visiter les points B et les points C. Par contre, si jamais je partais par exemple sur DC, je m'aperçois qu'à partir de C, j'ai encore la possibilité avec mes arcs de visiter tous les autres points. Pareil, si j'étais parti de D à B, on se rend compte également que si je pars de D à B, de B j'ai encore un chemin qui peut me permettre de parcourir, d'aller vers tous les autres points. Rien n'est verrouillé. Donc là je considère à chaque fois que l'arc que je marque en vert, celui-là est verrouillé, que je ne peux plus le traverser. Je l'ai déjà traversé une fois, j'ai pas eu le droit de le retraverser une deuxième fois. Et donc cette distinction, il va falloir la mettre en place dans l'algorithme aussi. Est-ce que l'arc que je vais bloquer, est-ce qu'il ne va pas me bloquer finalement l'accès à d'autres sommets dans le graphe? Et donc là, on est déjà parti sur les règles de notre algorithme pour tracer le chemin eulérien. Donc on part toujours d'un sommet qui a un nombre impair, qui a un degré impair, un nombre impair d'arcs qui part de ce sommet. Donc, alors là, par contre, l'algorithme ne fera plus de vérification. Donc la vérification qu'on a fait dans la vidéo d'avant, il faudra la faire, évidemment, pour savoir si le chemin eulérien existe. S'il existe, maintenant on va le tracer. Donc maintenant, si on est en train de le tracer, on est déjà sûr qu'il y a un chemin eulérien ou un cycle eulérien dans le graphe que nous utilisons en exemple. Et l'exemple que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner notre petite maison. Donc ça, c'est un cas assez facile, qu'on propose très souvent aux enfants. Essayez de retracer la maison sans lever le stylo du papier. Donc,
là, vous voyez que cette maison peut être représentée par un graphe de 5 sommets. Et si on prend un petit peu les degrés des sommets, on s'aperçoit que A à 1 degré 2, B à 1 degré 4, C à 1 degré 4, D à 1 degré 3 et E à 1 degré 3. Donc déjà, par rapport aux propriétés qu'on a vues, on devrait normalement commencer à tracer cette maison à partir du point D ou du point E. Et si on commence du point D, visiblement le tracé se terminera au point E, et si on commence au point E, le tracé se terminera au point D. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien tout simplement, on sait que lorsqu'il y a un chemin euclidien, eh bien il commence sur un sommet de degré 3 et de degré impair, et il finit sur un sommet de degré impair. Donc on peut commencer par vérifier qu'il y a bien un chemin ou un cycle euclidien. Donc on peut reprendre à la main les vérifications que l'on avait fait avec notre algorithme. On s'aperçoit que tous les sommets sont reliés entre eux, donc il n'y a pas le graphe n'est pas disjoint. Il existe deux sommets concernés par un nombre impair d'arcs au maximum, et donc là c'est bien le cas. On a D et E qui ont un nombre de 1 degré impair, alors que les trois autres sommets ont 1 degré pair. Donc notre candidat est visiblement valide pour pouvoir faire un chemin euclidien. Et ensuite, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on va sélectionner un des deux points de degré impair et on va essayer de parcourir les voisins. Donc quels sont les voisins de D? Eh bien, ce sont tous les sommets qui sont reliés à D par un arc. Donc c'est le sommet B, c'est le sommet C et c'est le sommet E. On va parcourir tous ces sommets-là et on va vérifier en fait qu'ils ne sont pas des ponts, des bridges en anglais, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on était ici, de se dire, ben, si je bloque cette arête-là, eh bien en fait je me rends compte qu'à partir de E, je ne peux plus rejoindre les points B et C. Là on va faire exactement la même chose, on va considérer les voisins, et si jamais j'arrive sur un voisin qui m'empêche d'aller ailleurs, eh bien en fait je ne peux pas considérer ce voisin comme étant la suite de mon chemin eulérien. Là, si je suis au début, par exemple, je vois que B, on pourra vraisemblablement continuer vers les 4 autres points en bloquant BD. On voit que C, c'est exactement le même cas. On voit que E, alors E, ça ne peut pas être ça, puisque E, ça va être la fin. Donc je ne ferai pas DE, puisque je sais que E est déjà la fin de mon cycle. Et donc je vais vérifier, en fait, si je ne suis pas dans le cas d'un pont. Donc, maintenant qu'on a compris le principe, essayons de voir comment on peut faire ça en Python. Donc, l'algorithme qui fait ça en Python, c'est l'algorithme de Fleury. Et donc, j'ai pris comme exemple le graphe de ma petite maison. Donc, j'ai récupéré que mon point A est relié au point B et au point C. J'ai relié que mon point B est relié au point A, au point C, au point D, au point E, et ainsi de suite. C'est le graphe qui est donné ici par une liste d'adjacences. Donc pour chacun des sommets, j'ai les sommets auxquels il est relié. Donc j'ai mon point A voilà, qui est relié au point B, au point C, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un parcours eulérien et on va tout de suite détailler cette fonction. Donc le parcours eulérien, il prend en paramètre le graphe, donc ma liste d'adjacences, et il prend une origine. Donc là, j'ai utilisé un petit artifice de dire que par la valeur par défaut de mon origine est -1, ce qui me permet de ne pas spécifier ici un deuxième paramètre, et quand j'ai une origine à -1, eh bien je vais chercher quelle est l'origine de mon graphe. Donc ici, le premier tour, dans afficher parcours eulérien, je vais avoir une origine de -1. Si j'ai une origine de -1, on va essayer de chercher quel est le sommet qui est le plus à même à être l'origine de mon parcours de graphe. Et là, on va s'apercevoir, on va reprendre les propriétés qu'on a déjà vues sur les graphes. Dans mon parcours de graphe, si je veux dessiner un chemin eulérien, j'ai intérêt à partir d'un sommet qui a un degré 3, qui a un degré impair, pardon. Et là, on va essayer de le chercher avec un tour de boucle. Donc, on va prendre i égale 0, on va faire varier ce compteur parmi les sommets du graphe, et on va regarder si la liste d'adjacences contient un nombre pair d'éléments. Si jamais c'est le cas, eh bien, on prend le sommet suivant jusqu'à ce qu'on en trouve un impair. Donc, typiquement, on va parcourir la liste d'adjacences.
Ça c'est pair, on va continuer, c'est pair, on va continuer, c'est pair, on va continuer, c'est impair, on va s'arrêter. Donc on va s'arrêter sur l'élément 0, 1, 2, 3. On va s'arrêter sur l'élément 3. Si jamais j'avais eu un graphe avec un cycle eulérien, c'est-à-dire où toutes les listes d'adjacence étaient de degrés pairs, eh bien je serais allé jusqu'au bout et en fait j'aurais considéré de prendre le premier élément. C'est ce que je fais ici. Je récupère que mon degré d'origine est i, le reste de la division entière de i par la longueur du graphe. Ça me permet tout simplement de récupérer, si jamais j'ai trouvé un élément de longueur impaire, eh bien je vais le récupérer, puisque i sera inférieur à la longueur du graphe, donc je vais récupérer i. Et si jamais j'ai parcouru tout le graphe en entier, eh bien à la fin de ma boucle, j'ai i qui est égal à la longueur, qui est égal à la taille du graphe, et dans ce cas-là, ici je vais récupérer 0. Et donc je vais partir du point 0 à l'origine. Donc c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Je vous encourage de reprendre cette fonction, de faire des prints, et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui peut nous faire gagner du temps. Donc quand j'en arrive ici, à ma boucle for, je pars soit de l'origine de 0 parce que j'ai trouvé aucun sommet qui est de degré impair, soit je pars du premier sommet que j'ai trouvé qui a un degré impair. Donc je cherche les voisins de ce sommet, donc tous les sommets qui sont reliés à ce sommet par un arc. Je regarde si le prochain arc est valide, c'est-à-dire que si je considère l'arc entre mon origine et mon voisin, est-ce que cet arc est valide, ou alors est-ce qu'il va me bloquer toute une partie du graphe sur lequel je ne pourrai pas revenir. Si jamais c'est le cas, j'affiche mon arc, je supprime cet arc, ce qui veut dire en fait que cet arc a été marqué, cet arc je ne peux plus repasser dessus, et donc c'est comme s'il n'existait plus, donc je le supprime. Et ensuite je continue, je raffiche, je repars de manière récursive sur mon parcours eulérien, je redonne mon graphe, privé cette fois-ci de l'arc que je viens de marquer, et cette fois-ci mon origine est le voisin. Donc c'est le voisin de mon premier point. Et je recommence. Et donc cette fois-ci, comme cette fois-ci je détermine un voisin, je n'ai plus une origine à moins 1, et donc je ne cherche plus une nouvelle origine. Je pars à chaque fois du voisin. Et donc comme ça, de proche en proche, de voisin en voisin, on va en fait écrire le chemin eulérien de notre graphe. Alors, on va juste revenir sur les petites fonctions qu'on utilise. On utilise une fonction qui s'appelle prochain arc valide. Qu'est-ce qu'on fait dans cet arc? En fait, dans cette fonction, on essaie de voir si l'arc que l'on essaie de marquer, que l'on essaie de traverser, enfin le prochain arc que l'on veut considérer dans notre chemin eulérien, ne va pas bloquer une partie des sommets de notre graphe auquel on n'aura plus accès. C'est l'exemple que je vous avais montré sur le tableur. Si on bloque cet arc-là, que je me retrouve de D à E, en fait, je m'aperçois qu'à partir de E, je ne pourrai plus jamais rejoindre les points B et D, B et C. Et du coup, je ne pourrai pas compléter mon chemin eulérien. Donc comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement, je vais regarder. Est-ce que déjà, la première chose que je vais vérifier, est-ce que dans mon graphe, est-ce que j'ai qu'un seul voisin? Parce qu'effectivement, si je suis sur un sommet et que j'ai qu'un seul arc qui part de ce sommet, eh bien de toute façon je ne vais pas avoir le choix, il faut que je emprunte cet arc. Je n'ai pas le choix. On l'a vu, quand je suis parti de A, j'avais qu'un seul arc, j'avais pas le choix pour parcourir mon graphe. Le choix s'est posé quand j'étais à D, et que je me suis retrouvé avec 3 arcs. Et là, il y a eu un choix. Donc quand il n'y a pas de choix, ben, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, on prend le seul arc qui est disponible, et on ne se pose des questions seulement quand on se retrouve dans un sommet qui a plusieurs arcs. Donc, s'il n'y a qu'un seul arc, je l'emprunte, et donc c'est un arc que je considère comme correct. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer une liste qui va contenir les sommets que je peux visiter à partir du point d'origine. Donc là, c'est le parcours en profondeur, comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente, et qui est encore une fois disponible et plus détaillé dans une vidéo qui concerne les parcours sur les graphes. Donc on va faire un parcours en profondeur à partir du point d'origine, donc du sommet sur lequel je me trouve maintenant, et on va voir si je peux bien visiter tous les sommets restants. Ou en tout cas, on va vérifier le nombre de sommets que je peux atteindre à partir de cette origine. Ensuite, on va supprimer l'arc que je pense traverser. Donc dans un premier temps,
on va essayer de supprimer l'arc du graphe que je pense emprunter. Donc pas encore définitivement, mais on va juste le supprimer de manière temporaire. Et on va refaire le parcours en profondeur à partir du point d'origine. Donc, imaginons, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, est-ce que finalement, si jamais je suis au point E, ici, je peux atteindre A par ici, je peux atteindre D, je peux atteindre des C, et je peux atteindre des B. Donc je peux atteindre tous les points. Si maintenant je me retrouve en E et que cet arc n'existe pas, est-ce que finalement je peux encore atteindre autant de points qu'avant? Et bien en fait non, on s'aperçoit que A ne peut plus atteindre que E. Donc en supprimant cet arc, je me supprime la possibilité d'atteindre les points C et B. Et donc ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire, puisque je me rends compte que je vais me retrouver dans une impasse. Et donc, la seule chose qui est faite ici, c'est-à-dire que je vérifie les sommets atteignables quand l'arc existe, je vérifie les sommets atteignables quand l'arc n'existe plus, et si jamais il y a une différence, c'est-à-dire que si j'ai moins d'arc, j'ai moins de sommets atteignables quand j'ai supprimé l'arc qu'avant de le supprimer, et bien c'est-à-dire que c'est le fait que si j'emprunte cet arc-là, eh bien je vais me retrouver dans une impasse et il y a des sommets sur lesquels je ne pourrai pas revenir. Et donc ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc je veux que ma visite avec arc comporte autant de sommets atteignables que ma visite sans arc. Et donc la différence va se faire là-dessus. Donc le parcours en profondeur, ce n'est pas une fonction sur laquelle je vais revenir en détail. Et les fonctions suppression d'arc, ajout d'arc, en fait c'est pas grand chose, en fait c'est juste qu'on va supprimer des sommets dans la liste d'adjacence de mon graphe. Il ne faut pas juste ne pas oublier que comme c'est un graphe qui est non orienté, si je supprime l'arc du point A au point B, il ne faut pas que j'oublie de supprimer l'arc du point B au point A. C'est pour ça que chaque fois la suppression se fait sur 2 lignes. On a aussi une fonction d'ajout arc qui nous permet justement de rajouter l'arc une fois qu'on l'a supprimé. On supprime l'arc juste pour le tester et ensuite il ne faut pas oublier de le remettre parce que en fait c'est juste un test, on enlève l'arc pour tester mais ensuite on ne sait pas encore à ce moment-là qu'on a sélectionné l'arc, donc il faut pouvoir le remettre. Et donc cette fonction va nous permettre de dire si le prochain arc que l'on considère est valide pour le chemin eulérien ou pas. Et il va être utilisé ici pour le test pour savoir si c'est le prochain chemin qu'on prend. Bon, très bien, on a composé toutes les briques de notre algorithme, et si on voit maintenant si tout fonctionne. On va relancer l'algorithme de Fleury, et on va essayer de récupérer notre petite maison, et on va essayer de voir si l'algorithme de Fleury répond à ce qu'elle a dit. Alors, ici effectivement je les ai donnés sous forme de numéros, puisque c'est plus facile pour l'ordinateur de gérer des numéros. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il dit de partir de 3 à 1. Donc je pars de 3, vous avez vu qu'il a bien trouvé, il est bien parti d'un sommet qui d'un sommet avec un degré impair, donc où il y a 3 arcs qui partent, donc il a bien fait son boulot. Donc il est parti de 3, et il me fait... Alors je vais juste le réduire un peu pour que on puisse garder la fenêtre ici ouverte. Donc il dit la première marche à suivre, il part de 3 et il part à 1. Ok. Donc il a fait ce choix-là. Ensuite, il part du point 1 et il va à 0. D'accord? On continue. Tac. Il part du point 0, il va à 2. Ok. Il va de 2, il va à 1. Toujours d'accord. Il va de 1 à 4. Ok. Il va de 4 à 2. Il va de 2 à 3. Et enfin, il va de 3 à 4. Et vous voyez que là, et il s'arrête à 4.
Et donc vous voyez qu'en fait on a récupéré toutes les propriétés qu'on avait mises en valeur dans les vidéos sur l'algorithme des cycles euclidiens, des chemins euréliens. C'est-à-dire qu'on est parti d'un sommet de degré impair, on est arrivé à un sommet de degré impair, et on a parcouru tous les arcs une seule fois, et on est arrivé à tracer notre graphe. Et donc on a résolu le problème du traçage de notre maison, sans lever finalement le stylo du papier. Vous voyez que c'est une solution qui nous a été proposée. Maintenant, il existe d'autres solutions, je pense, pour résoudre ce problème. C'est pas un algorithme qui va nous donner toutes les solutions, c'est un algorithme qui va nous en donner une seule. Et donc, on s'aperçoit qu'on a bien toutes les propriétés. On part des sommets de degré impair, on arrive au sommet de degré impair, et tous les autres sommets sont des degrés pairs qui nous permettent à la fois, à chaque fois que je viens sur ce sommet, eh bien j'ai encore un arc qui me permet d'en partir. Et donc là, on est bien sur un chemin eurélien, on n'est pas par contre sur un cycle eurélien. Donc voilà, on vient de voir l'algorithme de Fleury, un algorithme très intéressant qui nous permet de tracer le chemin eurélien dans un graphe sans avoir à lever le stylo. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la continuité, on va passer à travers tous les arcs, et ça va nous faire en fait le chemin à partir du sommet d'origine jusqu'au sommet final sans avoir à lever finalement le stylo du papier. Encore une fois, l'algorithme de Fleury, lui, s'occupe du tracé, mais ne s'occupe plus de vérifier si on est bien dans le cas d'un chemin eurélien ou d'un cycle eurélien dans un graphe. Donc vous aurez toujours en fait à faire la vérification d'abord avant de vous mettre à tracer, puisque lui, l'algorithme de Fleury, part sur le fait que vous avez déjà vérifié et qu'il est sûr que le chemin qui va tracer existe. Donc attention avec ça. Donc au travers des deux dernières vidéos, on a encore mis en valeur des propriétés du graphe, donc toujours plus intéressant. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera aussi de voir le chemin hamiltonien, qui cette fois-ci ne s'attaquera plus aux différentes arcs, donc on ne passera plus par les différents arcs, mais on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut passer par tous les sommets une seule fois, et d'essayer quand même de passer par tous les chemins du graphe une seule fois, de les relier entre eux. Donc encore une propriété qui est assez intéressante au niveau du graphe, que l'on va mettre en lumière dans les prochaines vidéos. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour continuer l'exploration des graphes. Bonne journée!